On reçoit maintenant Édouard Kaboyi. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien. Vous êtes acteur politique, mais vous restez très longtemps en dehors du pays, précisément à Luanda, en Angola. Tout à fait. C'est là que je suis accrédité en tant que le représentant, président fédéral de l'UDPS. Et puis, le parti est implanté et je dois quand même gérer ceux qui sont sous mes responsabilités au nom du parti. Mais de prime abord, laissez-moi d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez. Et je salue aussi tous les présidents sectionnaires et cellulaires, tous les cadres de l'UDPS Angola, qui sont tellement branchés à cette ère pour me suivre, et nous suivre d'ailleurs, et aussi bien mes autorités du parti, notamment le président Aïe. Ce n'est pas le moment de distribuer les salutations et les babanga. Ah ouais, voilà. Ça ne fait pas partie de nos pratiques. Merci. Justement. Merci. Je prends bonne note. À Luanda, vous nous suivez très bien sur... En tout cas, sans pour autant vous mentir, sur câble. La télé 50 est bel et bien suivie à Luanda. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quand même des télévisions dont les compatriotes à l'extérieur du pays suivent de peu près, c'est la télé 50. C'est ainsi qu'on vous remercie pour le cadre de travail et pour tout ce que vous tenez informé nos compatriotes qui se retrouvent hors outre-mer de notre pays. C'était l'endroit de prédilection parce que les Congolais voulaient bien y être, mais il n'y a plus assez de graisse, pas assez d'huile sur Luanda et sur l'Angola. La crise est passée par là. Est-ce que la situation a repris, la situation économique et financière? Bon, Kwanza a toujours du plomb dans l'aile. Ah oui, oui. Donc, vous voyez, d'abord, quand il y a le changement de régime, il y a toujours le changement de beaucoup de choses là. Alors, c'est ainsi que le pays est en train de trébucher d'une manière ou d'une autre, en train de se rechercher avec tout ce que vous savez, datant d'ailleurs avant la crise de Covid-19. Alors, il se fait que tout le monde, ce n'était pas seulement Luanda ou bien l'Angola, mais c'était vraiment une question générale où il y avait une crise économique qui avait un peu attaqué un peu plusieurs pays là, mais néanmoins, c'est un pays qui est en train aussi de se rechercher pour se remettre encore sur les rails économiques, sur les rails et puis avancer avec les affaires de l'État. Voilà. La situation dans la partie orientale du pays, est-ce que ça vous préoccupe, vous aussi, Congolais de l'étranger, qui habitez en Angola? D'ailleurs, c'est la première préoccupation. Parce que si souvent, les images qui nous parviennent de voir nos frères et sœurs décapités, assassinés, et ceux qui habitent même la Belle Étoile en abandonnant leurs maisons respectives, vraiment, ça nous choque. Ça nous choque parce que nous savons bien, nous qui avons eu le temps peut-être de vivre en Angola, on sait que, d'ailleurs comme vous le savez aussi, l'Angola c'est un pays de guerre. Mais à un certain moment, quand les Angolais ont pris leur conscience, ils se sont unis comme un seul homme, soutenant les autorités du pays et les institutions de la République. En tout cas, la guerre était finie. Donc je pense que de la même manière... C'est pas parce que oui, ceux qui utilisaient Savimbi l'avaient livré à l'ancien maître de Luanda que la guerre avait pris fin. Non, non. Parce que cela avait laissé la place aux affaires. Ceux qui utilisaient Savimbi avaient décidé de faire les affaires par la grande porte. Non, mais vous savez, d'abord, devant une guerre, comme par exemple de chez nous, asymétrique, une guerre qui nous est imposée, qui est une guerre importée d'ailleurs, alors si nous sommes tous déterminés, unis comme un seul homme, en tout cas, je ne vois pas par où les amis là qui nous importent cette guerre profiteront de nous. Donc s'il y a cette guerre qui se vit à la partie est de notre pays, c'est parce qu'il y a des tirets de ficelle dans cette guerre-là. Mais si ils ont la conscience patriotique, nationale, que c'est trop, c'est assez, nous devons vraiment mettre fin à cette histoire. Ça doit se mettre fin, M. Fabien.
Donc, il trouve que les entrées, c'est à partir toujours des propres autochtones qui ne comprennent pas les enjeux. Parce que la communauté internationale en soi, c'est quoi? C'est l'intérêt qu'ils sont en train de chercher. Alors, quand nous sacrifions nos siens à cause de leurs intérêts égoïstes, voilà maintenant ce que nous subissons comme résultat. Alors, c'est un appel pathétique où chaque Congolais, Congolaise, partout nous retrouvons, levons-nous comme un seul homme. Soutenons les institutions de la République. Soutenons le commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je crois que cette affaire-là ira jusqu'au moment où ça doit prendre fin. Les réalités sur le terrain sont tout autres. Nous semblons, la population s'en prend à la MONUSCO pour dire qu'elle n'a plus le droit de citer ici. Mais au fait, les solutions aux problèmes des guerres sont d'abord congolaises. Parce que l'ONU a échoué, c'est noir sur blanc. Exactement. Alors, le gouvernement est enfin là, avec ses guerriers, les warriors. Vous croyez en sa capacité pour faire face à cette situation? Oui, moi je le crois. Je le crois pourquoi? Parce que d'ailleurs, vous-même vous avez vu à la publication, à la sortie du gouvernement, c'est un gouvernement exactement de warriors, de combattants. Beaucoup d'inconnus qu'on n'a jamais vu à l'œuvre. Tout à fait. Beaucoup d'inconnus. Exactement. De nouvelles figures, le peuple en a réclamé, mais l'expérience sur le terrain, au front, ce sont des gens qu'on découvre à peine. Ah oui, mais exactement, c'est ça le problème. Parce que, vous voyez, les gens à qui on était accoutumés, c'était des gens qui étaient aussi derrière de tout ce qui se passe. Mais maintenant, il faut renouveler la classe politique pour donner la possibilité à tout compatriote de comprendre que le Congo va changer et avec moi. Parce que si toi, tu penses que c'est elle qui doit faire à ta place pour que le Congo change, je crois que nous ne sommes pas encore patriotes. Et le gouvernement ici, c'est un gouvernement de défis. D'ailleurs, vous-même, vous avez entendu à la conférence de presse qui a tenu le chef du gouvernement, le premier ministre Sama Lukonde. Il a d'abord, la première des choses de priorité, c'est l'insécurité à l'Est. Alors, maintenant, ils sont là. Ils savent qu'ils sont devant le défi, qu'ils doivent à eux-mêmes faire par tous les moyens possibles, donner la solution à des problèmes. Parce que les institutions sont là. Quand tu as les animateurs, c'est pour donner des solutions à des problèmes qui quittent la population. Donc, vous n'êtes pas là pour vos intérêts mesquins, pour vos intérêts égoïstes ou familiales, mais c'est l'intérêt général qui doit d'abord primer à tout animateur de ce gouvernement, en fait, parce que nous attendons de beaucoup de choses. Et ces choses-là doivent être réglées. Nous devons voir la solution. C'est exactement ça, que chacun comprenne le sens des responsabilités qu'il a, les défis qu'il a devant le peuple, afin que nous ayons une solution. Voilà pourquoi nous, à l'IDPS, nous disons le peuple d'abord. Pourquoi le peuple d'abord? Parce que le peuple doit être au centre de toute action politique, toute action gouvernementale. Donc, si vous comprenez que c'est le peuple qui est le patron de tous les animateurs que vous voyez, c'est le peuple qui est le patron. Ça, c'est le discours de sa propre république. C'est le discours qui doit être traduit en acte. Exactement. Qui doit être traduit en acte. C'est ça que nous le demandons. La population du Kivu réclame, surtout le Nord Kivu, réclame que le président rentre comme il avait annoncé pour prendre un peu de temps là-bas et ensuite que l'armée puisse sécuriser la population. Parce que dans certains coins, la population estime que l'armée n'est pas présente, l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Il y en a qui pensent que Kinshasa les a abandonnés. Alors, face à tous ce décor, est-ce que la tâche de Sama Lukonde et ses guerriers, c'est une tâche qui s'annonce facile, même si le président irait s'établir dans cette partie pour un temps? Voilà, donc... Et ils doivent mettre dans leur tête d'abord qu'ils sont la solution à nos problèmes. Le président de la République, il a promis et il doit toujours réaliser. Quand il leur a dit que je vais retourner ici m'installer, il s'installera. Son agenda n'est pas comme nos agendas à nous. C'est un agenda qui a de multiples programmes, etc. Mais entre-temps, c'est un homme de promesses. Sur le terrain, cette population est vraiment donc on peut dire aux abois.
Elle réclame non seulement cette présence, mais elle veut à tout prix des solutions aux problèmes d'insécurité. Mais vous savez, M. Fabien, pour le moment, les discours, ça ne passe plus là. La guerre de l'Est, c'est la guerre qui engage tout le monde. Ce n'est pas seulement le président de la République qui a tous les atouts, mais ça concerne tout le monde. Vous voyez, par exemple, le président de l'Assemblée nationale. Il a responsabilisé tout le monde, commençant par les députés, la communauté internationale, et nous aussi, même la population. Donc, la responsabilité est partagée à tout le monde. Parce que si, dans votre village, là où vous laissez l'entrée facile aux rebelles, pour en faire des business avec eux, par exemple, dès lors que vous prendrez conscience que quand ces rebelles entrent, c'est pour tuer nos mamans, nos frères et sœurs dans notre village, nous devons maintenant tous nous élever pour contraindre l'ennemi. Je crois qu'ils n'auront pas tellement trop de temps de commencer à se pleurnicher. C'est question seulement que chaque village au niveau de nord et sud de Kivu, chaque regroupement, chaque territoire, que tout le monde d'abord mette de côté leurs intérêts. Parce que l'or, les diamants, les cobaltes, tout ce que nous avons comme richesse là, ne vaut à rien à la vie de personne. Voyez-vous? Donc ce sont ces gens-là, ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes qui doivent d'abord, eux, être les avant-gardistes et puis permettre à ce que le gouvernement qui viendra, il va que se coder avec les efforts pour que nous puissions quand même dépasser ces caps. On ne peut pas continuer à pleurer, nous devons quand même sécher nos larmes. On a installé voilà, l'état-major dont la partie Est, du moins tous les efforts des FARDC sur le plan sécuritaire ont été concentrés dans la partie Est. Oui, il y a des avancées, des succès sur le terrain, au front, mais les massacres maintenant, les massacres ont pris une autre ampleur. Et la situation devient inquiétante. Avec ces affrontements interethniques, avec les mécontentements face à la lassitude de la MONUSCO, plutôt à l'attitude de la MONUSCO, est-ce que ça ne peut pas ouvrir la brèche à l'ennemi? Oui, exactement. D'ailleurs, moi, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes des rares journalistes qui reconnaissent qu'il y a quand même quelques avancées notables. Alors voilà notre appel pathétique que nous sommes en train d'adresser à nos compatriotes. Parce que une guerre où ce n'est pas une guerre statique, et vous pouvez peut-être avoir l'idée des tenants et des aboutissants, vous pouvez avoir l'idée de contourner ce qui nous crée et ce qui fonde cette guerre-là. Alors ce qu'il y a, c'est seulement d'abord un esprit de patriotisme qui doit d'abord nous guetter pour que ça puisse nous permettre à dénoncer tout ce qui se prépare nuitamment ou tout ce qui se prépare d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai été content, comme récemment nous avons vu avec vous dans les réseaux sociaux, un camion dit de la MONUSCO, de l'organisation PAM, hein, donc le programme mondial d'alimentation ou alimentaire d'histoire comme ça, où à l'intérieur, on croyait que c'était un camion qui amenait des vivres, mais c'était un camion qui avait tellement rempli de tenues militaires et d'autres histoires pour soutenir ceux qui nous font la guerre. Mais ça ne suffit pas. Il faut absolument maintenant nous prendre en charge parce que la communauté internationale a échoué. Non, mais en tout cas, ce que vous dites là, si les gens doivent vraiment vous comprendre, je crois que nous allons réussir. C'est-à-dire, se prendre en charge, c'est de faire quoi? Dénoncer tout complot, dénoncer tous nos frères et sœurs qui se complotent avec des rebelles en brousse, dénonçons toute cette nébuleuse communauté internationale qui viennent pour nous importer cette guerre-là, dénoncer tous les groupuscules d'une manière ou d'une autre qui se vadent pour nous imposer cette guerre-là. Je crois que c'est à cela que nous allons réussir. Et puis enfin, le Congo doit vivre dans la paix et la paix qui doit régner. Les 15 enfants sont là, les parlementaires, leur mission, c'est faire le tour de plus d'une vingtaine de provinces. Là, au moins, il se pose problème d'insécurité, une mission pour juste séduire le peuple ou une mission qui pourrait faire changer la donne? Non, en tout cas, nous leur donnons confiance que c'est une mission qui doit de toutes les façons d'abord changer les donnes. Je crois que maintenant,
dès lors que nos parlementaires et nos compatriotes ont pris conscience de leur pays, en tout cas, il faut seulement les soutenir, les accompagner pour réussir leur mission. Et dès que la mission est réussie, ce n'est pas un triomphe à l'heure dévolue, mais c'est la victoire de tout un peuple. Donc, donnons la chance à ce que les gens aillent jusqu'au bout avec leur mission. Édouard Kaboué, je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie, M. Frédéric. Merci de nous avoir suivis. Dans une dizaine de minutes, retrouvez Christopher Chocon pour le journal. Et après, sur votre chaîne, à très bientôt.